Les petites communautés avaient l'habitude de faire preuve spontanément et fréquemment de solidarité. Autrefois, lorsque les habitants d'un village ou d'une petite ville voyaient leurs voisins traverser une période difficile, ils s'empressaient de leur apporter leur aide. La solidarité mutuelle était une réponse naturelle à toute épreuve, qu'il s'agisse de la perte d'une récolte, d'une pénurie de nourriture, de vêtements en mauvais état ou même du chagrin d'une douleur émotionnelle. Ensemble, ils planifiaient fréquemment des activités de groupe. Toute la communauté a participé à la réparation des toits, à la construction des maisons et à l'entretien des sites pour les futures plantations. C'était un réseau de coopération tacite, renforcé par la cohabitation quotidienne et les besoins mutuels. La vie de chacun était beaucoup plus facile et plus sûre grâce à leurs actions. Dans la mémoire collective, la solidarité s'est surtout manifestée lors de périodes historiques difficiles, comme les guerres. Les personnes qui souffraient ensemble développaient un lien étroit qui rendait les épreuves plus faciles à surmonter. Il existe de nombreuses histoires réconfortantes de cas similaires dans lesquels les deux parties ont allégé la souffrance de l'autre. Toutefois, les pays contemporains ont connu une évolution significative au cours des dernières décennies. Le développement économique et les nouvelles technologies ont donné aux gens un niveau d'autonomie jamais atteint auparavant. Dans les régions les plus riches, la nécessité d'une intimité et d'une collaboration quotidienne a pratiquement disparu. Au lieu de cela, l'autosuffisance a été au centre de l'existence moderne. Cette autonomie n'a pas été acquise dans le vide. Elle s'est accompagnée d'un problème mineur mais grave, la solitude. En raison de l'autonomie technologique, les interactions interpersonnelles sont devenues moins importantes, les systèmes automatisés et les commodités personnelles prenant la place de l'affection et de l'attention communautaire. Nous pouvons désormais vivre indépendamment de nos voisins sans nous rendre compte que nous pourrions avoir besoin de leur aide, au-delà de nos besoins fondamentaux. Mais n'est-ce pas terrible de vivre sans dépendre les uns des autres en permanence? Les avantages que la liberté a apportés à notre vie sont négligés, n'est-ce pas? Après tout, grâce à l'efficacité de la technologie, tout ce dont nous avons besoin est aujourd'hui facilement accessible. Reste à savoir si cette facilité et cette autonomie compensent ce que nous avons perdu, les liens invisibles qui unissent les gens. La vie quotidienne est devenue si facile qu'il suffit d'une simple touche numérique pour se faire livrer n'importe quel achat à domicile. Sans nécessité d'interaction humaine, des services tels que le transport personnel, le nettoyage et les soins intimes sont proposés. Grâce aux distributeurs automatiques de billets, vous pouvez payer vos achats sur de nombreux marchés européens sans échanger un regard ou une parole. L'intelligence artificielle avancée a permis de créer des compagnons virtuels qui peuvent remplacer des relations interpersonnelles encore plus profondes. Bien que cela puisse paraître extrême, ce fait montre clairement que les relations sociales deviennent de plus en plus facultatives. Certains voient dans ce scénario une sorte de libération, tandis que d'autres l'envisagent avec crainte, imaginant un avenir lointain et glacial. Cette indépendance n'est-elle pas finalement une bonne chose qui peut conduire à de nouvelles opportunités? Imaginons que nous vivons dans un vaste océan où d'innombrables découvertes ne demandent qu'à être faites. Nous avons la liberté de choisir d'explorer de nouvelles zones ensemble ou seuls, car nous sommes des créatures nageant dans cet univers sans limite. Dans cette métaphore aquatique, le compagnonnage est désormais un choix conscient et intentionnel plutôt qu'un devoir. Les avantages de cette indépendance totale sont évidents. Les gens sont libres d'occuper leur temps comme ils l'entendent, préférant la paix et la tranquillité de la solitude au drame des relations interpersonnelles. Albert Einstein est un exemple notable de cette tendance à la liberté émotionnelle. En dépit de son intérêt marqué pour les questions sociales et sociétales, le brillant physicien était conscient d'un étrange détachement émotionnel en son fort intérieur.
Il a admis un jour avec franchise qu'il ne s'était jamais senti complètement intégré à sa famille, à sa nation, ni même à ses amis proches. Il affirmait que ce détachement était nécessaire à sa sérénité intérieure et à sa créativité. Cette situation a également influencé la décision de mariage du psychanalyste Carl Jung. Après s'être marié, Jung a reconnu qu'il avait renoncé à une liberté précieuse, la capacité de faire l'expérience complète de la solitude, selon ses propres termes. Il s'est ainsi rendu compte que cette expérience personnelle avait une valeur que le monde contemporain a peut-être redécouverte. Nous pourrions alors nous demander si la solitude moderne mérite vraiment une critique aussi sévère ou si, au fond, elle n'a pas un aspect bénéfique, une sérénité tranquille, légère et intime, que nous ne trouvons pas toujours en compagnie des gens. Le silence est-il en soi une source d'inquiétude? Ou est-il possible que nous trouvions une forme de présence plus profonde et plus authentique lorsque nous sommes au milieu de l'absence? La distinction entre le fait d'être en paix avec soi-même et le fait d'être seul peut être la clé de la solution. L'abandon n'est pas toujours lié à l'absence. Le silence n'est pas toujours accompagné de douleur. Être seul par choix est fondamentalement différent de se sentir seul. Ces états ont des origines très diverses, malgré leurs apparentes similitudes. La plupart du temps, la solitude résulte de la liberté et l'essolement du manque. Selon le philosophe Paul Tillich, le langage a inventé le terme de solitude pour décrire le supplice d'être seul. Par ailleurs, le terme solitude a été inventé pour exprimer la beauté de la solitude. Même si cette différence est minime, elle modifie notre perception de ce qu'est être avec soi-même. De nos jours, il y a toujours un bruit extérieur et un lien numérique qui ne disparaît jamais. Paradoxalement, plus nous sommes entourés de voix, de notifications et de demandes, plus il nous est difficile d'écouter nos propres pensées. Nombreux sont ceux qui évitent le calme parce qu'il est intimidant. Lorsque personne n'est présent, nous devons nous confronter à notre moi intérieur. Pourtant, nous pouvons découvrir quelque chose de crucial dans cette zone de silence. La conscience de soi. La solitude est souvent le seul moment où nous pouvons penser clairement, respirer librement et vivre sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Quand on est seul, les masques tombent et on n'a pas besoin de retenir ses gestes ou ses paroles. Il n'y a pas de normes à respecter ni d'apparence à satisfaire. Dans cet état, l'esprit trouve la clarté et la paix. De nombreuses personnes trouvent ce type d'expérience déstabilisante car elle nécessite d'être présent, non pas aux autres, mais à soi-même. De plus, il n'est pas toujours facile d'être présent à soi-même. Néanmoins, la solitude peut être un havre de paix lorsqu'elle est développée de manière réfléchie. Un espace où l'on peut repartir à zéro. Un espace fructueux où les vieux fardeaux se dissipent et où des idées nouvelles émergent. Un signe de maturité émotionnelle est la capacité à être seul sans se sentir seul. Cela implique de choisir une entreprise basée sur une affection sincère plutôt que sur la nécessité. Lorsque l'on apprend à vivre avec soi-même, on apprend aussi à mieux choisir ses relations. Il n'est plus nécessaire de supporter des relations parce qu'on a peur qu'elles ne durent pas. Et tout est différent à cause de cela. La solitude nous apprend que le premier pas pour être bien accompagné est d'être bien seul, car seuls les adeptes de la solitude savent quand s'approcher. Lorsqu'ils s'approchent, c'est uniquement par désir de partager ce qui est déjà plein, sans aucune exigence ni dépendance. Dans son propre carnet, Carl Jung exprimait son malaise de ne plus pouvoir obtenir l'isolement naturellement et de ne le vivre qu'à travers des réminiscences fabriquées. Malgré sa beauté, l'amour avait pour lui un mauvais côté, la perte de cette inestimable paix intérieure. Cet examen de conscience met en lumière un avantage caché de la vie contemporaine qui permet des rencontres interpersonnelles volontaires. Si nous choisissons de socialiser, nous pouvons toujours nous retirer en privé et savourer notre temps seul. Naturellement,
cette solitude volontaire est vécue différemment selon les personnes. Certaines personnes sont incapables de rester seules pendant de longues périodes et recherchent une interaction sociale permanente. Cependant, qu'elle soit la conséquence d'un choix personnel délibéré ou d'une circonstance inéluctable, l'expérience de l'isolement peut être extrêmement importante pour les personnes qui savent l'apprécier à sa juste valeur. Autrefois, lorsque le sentiment d'appartenance à une communauté était plus fort, les individus participaient activement à la vie des autres et travaillaient souvent ensemble. Mais cette intimité n'était pas sans poser certains problèmes. Participer aux disputes, aux rumeurs et aux drames quotidiens était un aspect inévitable de la vie dans des quartiers aussi proches. Parce que nous dépendions tellement de nos amis et voisins, nous étions exposés à leurs problèmes personnels, même ceux dont nous aurions préféré nous éloigner. Aujourd'hui, nous avons le luxe d'éviter les contacts gênants grâce à la diminution de cette dépendance. L'autonomie nous permet de nous éloigner des personnes dont les actions nous déplaisent et d'éviter les relations indésirables. Par exemple, le mariage n'est plus une obligation mais une décision personnelle. Le rôle des chefs religieux, qui exerçaient une influence considérable sur les choix matrimoniaux, a considérablement diminué. Ainsi, les hommes comme les femmes ont la possibilité de rester célibataires. Les résultats de cette évolution sont mitigés. D'une part, l'augmentation du nombre de divorces a entraîné une augmentation du nombre de foyers dispersés. Cependant, le nombre croissant de personnes qui choisissent de vivre seules et sans enfants entraîne d'importants problèmes démographiques dans des pays comme le Japon. La sélectivité découle naturellement de la liberté de choix. Les gens examinent soigneusement si le fait de renoncer à leur indépendance pour des relations potentiellement insatisfaisantes en vaut la peine, en évitant les partenaires abusifs, dominateurs ou inadaptés. En outre, les relations exigent de l'individu qu'il consacre beaucoup de temps et d'énergie, que certaines personnes préféreraient utiliser pour leurs propres loisirs et objectifs. L'inconvénient évident est que, malgré notre besoin de compagnie, nous risquons de nous retrouver seuls si nous sommes très sélectifs. Les relations se terminent rapidement au premier obstacle, alors qu'il est facile de vivre seul. Il en va de même pour les amitiés. Le fait d'être libéré de l'inévitable désir d'avoir des amis permet de construire des liens sincères basés sur des intérêts réellement similaires et de quitter les relations empoisonnées en toute sérénité. Enfin, cette autonomie a aussi à voir avec l'authenticité individuelle. La conformité est souvent exigée par les groupes sociaux, ce qui façonne nos croyances et nos attitudes. Être indépendant de ces cercles permet de vivre une vie authentique et d'être ce que l'on veut vraiment être. Selon Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres. Non pas parce qu'ils sont intrinsèquement nocifs, mais plutôt en raison du fardeau qu'ils font peser sur notre sens de soi. Il est courant de s'abandonner aux attentes, aux normes et aux jugements lorsque l'on se trouve face à d'autres personnes. Nous sommes constamment façonnés par des points de vue extérieurs d'une manière presque imperceptible et qui nous séparent de notre véritable moi. Notre quête d'acceptabilité nous transforme en acteurs d'une pièce que nous n'avons pas composée. Nous modifions nos paroles, nos attitudes et nos choix uniquement pour conserver une image publique positive. Schopenhauer aperçut un grave défaut dans ce comportement humain, une préoccupation excessive pour l'opinion des autres. Contrairement à la véritable recherche du bonheur, il estime qu'une telle préoccupation est inutile et sans intérêt. Après tout, le véritable bien-être n'est souvent pas affecté par l'opinion d'autrui. À l'inverse, Nietzsche plaide pour un bouleversement complet. Il estime que pour dépasser les limites fixées par les règles morales héritées, il faut rejeter la mentalité de troupeau. Ce n'est qu'à cette condition que l'être humain sera entier, capable de créer ses propres idéaux et de contrôler son propre destin. L'Übermensch est une figure élevée qui existe indépendamment de l'approbation des autres.
Il est libre, indépendant, et se définit lui-même dans son existence. Grâce à cette indépendance relationnelle, chaque personne peut créer sa propre route. On peut vivre une vie authentique lorsqu'on n'est pas émotionnellement dépendant des autres. Cela nous permet même de vivre la solitude sans ressentiment, de trouver du réconfort plutôt que des difficultés. Il s'agit de décider consciemment du moment où l'on se connecte, et non de minimiser son importance. Vivre de cette manière, c'est comprendre que la liberté n'implique pas l'isolement, mais plutôt la capacité de se retirer lorsque c'est nécessaire, sans culpabilité. Cet espace privé, à l'abri des bruits extérieurs, permet d'avoir les idées claires, d'être en paix et de s'épanouir. À une époque où la technologie promet des niveaux d'autonomie jamais atteints, la capacité de choisir quand se connecter et quand se déconnecter devient cruciale. La connotation de la solitude passe de la désolation à la possibilité. C'est l'occasion de découvrir une signification en se tournant vers l'intérieur. Cet équilibre délicat entre être seul et être avec les autres peut en fin de compte conduire à un grand épanouissement. Cette oscillation entre l'attachement et le détachement cache la profondeur de l'expérience humaine. Une danse silencieuse entre deux pôles, la joie de la connexion et la liberté d'être.